Je suis Jam et vous écoutez Supravore. Mon invité aujourd'hui est Dr Anthony Fardet, chercheur en nutrition, membre du comité scientifique SIGA et chargé de recherche en alimentation préventive, durable et holistique au sein de l'INRA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il est également auteur. Il a en effet participé à l'écriture de nombreux ouvrages tels que l'édition française du livre de Robert Lustig intitulé Sucre, l'amère vérité, et en 2017, il a publié son propre livre Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, disponible aux éditions Thierry Soucard. Anthony, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et ce qui t'a amené à te concentrer sur la nutrition? Oui, alors je suis de formation ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech. J'ai ensuite fait un doctorat en nutrition humaine à l'université d'Aix-Marseille. Et aujourd'hui, donc, je suis chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. On pourra y revenir. Donc ça fait 23 ans que je fais de la recherche, essentiellement publique. J'ai été très tôt intéressé par les sciences de la vie, puisque j'ai fait un bac sciences de la vie. J'ai toujours aimé la nature, l'environnement, les animaux, très curieux, passionné de photographie environnementale, naturaliste et animale. Et l'alimentation, je me suis très vite dirigé vers l'alimentation parce que l'alimentation soutient la vie, sous toutes ses formes, justement, environnementale, animale, humaine. Et donc, ça combinait je dirais, mon désir de curiosité. J'aime beaucoup analyser, théoriser, conceptualiser. Voilà, donc c'était une bonne combinaison de toutes mes aspirations. Et ce qui est passionnant avec l'alimentation, c'est que ça touche tout le monde mange, donc ça en fait un sujet vraiment très transversal, très interactif. Et puis comme je le disais, se battre pour une meilleure alimentation, c'est aussi se battre pour la vie humaine, animale, végétale et environnementale. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu te concentres un peu plus sur les aliments ultra transformés. Oui, Est-ce que tu peux d'abord nous donner une petite définition de ce que c'est? oui, en effet. Alors, juste brièvement pour expliquer ce qui m'a amené aux aliments ultra transformés. Le fil rouge de mes recherches a toujours été le lien entre la transformation des aliments et leur impact sur la santé, dans le cadre de la relation alimentation-santé. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à la philosophie de l'alimentation. Et en fait, dans plusieurs papiers qu'on a publiés avec un collègue, on a conclu que l'approche réductionniste, c'est-à-dire qui consiste à déconstruire les aliments en leurs composés élémentaires, c'est-à-dire les nutriments, a prédominé dans la recherche occidentale en nutrition. Donc, elle a été utile. Mais aujourd'hui, elle est devenue presque ultra réductionniste. Et en fait, on a fini par résumer le potentiel global santé de l'aliment à la somme du potentiel santé de ses composés, glucides, fibres, lipides, protéines. C'est-à-dire un peu selon une équation linéaire qui dirait que 1 plus 1 égale 2. Mais c'est oublier les liens entre les nutriments. C'est-à-dire que entre un glucide, un lipide, une protéine, un antioxydant, un minéral, une vitamine, des fibres, tout ça c'est lié dans l'aliment, dans ce qu'on appelle la matrice alimentaire. Et donc moi je prône de revenir à une approche holistique pour lutter contre les maladies chroniques et prendre en compte la complexité de l'aliment, ce qu'on appelle la matrice. Donc en fait ce sont ces réflexions en introduction qui m'ont amené aux aliments ultra transformés. Parce qu'en fait, j'ai eu un déclic et j'ai compris, en découvrant le concept vers 2012-2013, que ces aliments qui sont justement fractionnés, recombinés, dans lesquels les liens entre les nutriments sont coupés, séparés, étaient le symbole ultime de cette pensée ultra-réductionniste. Donc c'était un aliment qui est le fruit de cette pensée qui est devenue trop extrême. Et donc, pour répondre à ta question sur la définition d'un aliment ultra transformé, eh bien, c'est un aliment qui contient ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation. On peut parler de MUT. Alors, quels sont ces MUT? Alors, ces MUT sont d'abord utilisés généralement pour modifier les propriétés sensorielles de l'aliment, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture. Ces MUT sont de 4 types. Ça peut être des additifs que l'on qualifie de cosmétiques, c'est-à-dire qui vont avoir pour vocation de modifier la couleur, la texture, le goût.
Ensuite, alors c'est pas tous les additifs, hein. Les conservateurs, dans la définition initiale de l'ultratransformation, n'entrent pas dans cette définition. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les arômes, qui ne sont pas des additifs. Donc il y a beaucoup d'arômes, presque 3000 arômes par exemple sont utilisés en France. Ensuite, troisième catégorie, ce sont des traitements technologiques très drastiques qui sont sans aucune mesure en cuisine, qu'on ne peut pas reproduire en cuisine et qui modifient la matrice des aliments. On peut citer notamment la cuisson-extrusion et le soufflage, qui éclatent les matrices alimentaires. Et enfin, quatrième type de mute, ce sont ce qu'on appelle les ingrédients ultra-transformés, qui sont des fibres, des protéines, des lipides et des glucides ultra-transformés. Alors, je vais donner quelques exemples. Dans les glucides ultra-transformés, vous avez par exemple tous les sirops de céréales, sirop de glucose fructose, sirop de blé, sirop de maïs. Vous avez le dextrose, les maltodextrines, l'extrait de malte d'orge, le sucre inverti, les polyols. Tout ça est issu du cracking alimentaire. Dans les protéines, vous avez principalement les isolats de protéines végétales. Vous pouvez avoir aussi du minerai de viande, duquel on va extraire du collagène, par exemple. Et vous avez aussi des protéines hydrolysées. Et pour les lipides, c'est principalement les matières grasses, par exemple, hydrogénées, donc qui ont été modifiées par voie enzymatique ou chimique. Et vous pouvez aussi avoir des isolats de fibres, avec l'idée qu'une fibre isolée et ajoutée artificiellement à l'aliment n'a pas les mêmes propriétés que la fibre qui est naturellement imbriquée dans une matrice alimentaire peu transformée et qui aura d'autres propriétés. Donc vous voyez que ces 4 catégories de mutes ont tous un point commun. On a une dégradation de la matrice alimentaire, voire plus du tout de matrice. Par exemple, un arôme purifié, un sirop de glucose, il n'y a plus du tout de matrice alimentaire. Le constituant a été totalement extrait de sa matrice. Et dans la cuisson-extrusion et le soufflage, là, du coup, on a une matrice qui est très dégradée par des hautes pressions, des très fortes températures. Et donc, vous voyez bien que le paradigme, le concept qui sous-tend la définition d'ultratransformation n'est pas la composition, mais on est bien dans l'idée d'une dégradation excessive et d'une artificialisation des matrices alimentaires. Donc, si vous voulez, on change l'angle de vue et l'hypothèse que je pose en tant que chercheur, c'est que justement les maladies chroniques ont beaucoup plus à voir avec la dégradation et l'artificialisation des matrices alimentaires en première intention qu'avec la composition des aliments. C'est bien parce que ces matrices, justement, ont été rendues hyper attractives, hyper palatables, avec des colorants, des exhausteurs de goût, des texturants, des textures friables, faciles à mastiquer, qui demandent moins d'efforts, des arômes artificiels qui vont exacerber les propriétés sensorielles. C'est bien parce qu'on a modifié ces matrices qu'elles vont nous pousser à consommer plus que de raison. Et effectivement, quand on consomme ces aliments plus que de raison, on a tendance à consommer en excès sel, sucre, gras et additifs et ce qu'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire des composés étrangers au corps humain, qui peuvent être de divers types. Ça peut être des résidus de pesticides si ce sont des aliments conventionnels, ça peut être des composés migrants des emballages car ces aliments sont suremballés, ou ça peut être des composés qui sont néoformés lors des traitements drastiques appliqués à ces aliments. Donc voilà, si vous avez compris qu'un aliment ultra-transformé contient au moins un marqueur d'ultra-transformation dans ces 4 catégories, vous avez compris ce que c'est qu'un aliment ultra-transformé. Alors après, la grande question, c'est justement, ça va être comment les repérer. Ouais. Donc, il y a une grande partie de notre alimentation qui est composée d'aliments ultra-transformés. J'ai entendu, tu as dit sirop de glucose, dextrose. Ça, c'est des ingrédients qu'on trouve souvent dans les produits à destination des enfants, notamment les céréales. Et ça passe aussi par les plats surgelés. Mais ça répond à un besoin, en fait. Les gens n'ont pas forcément le temps de toujours cuisiner, de faire les courses parfois. Donc il y a un réel besoin qui fait que les gens vont s'orienter vers ces produits qui sont faciles d'accès, faciles à préparer. Est-ce qu'il y a un moyen de garder les avantages en termes de temps, tout en améliorant son alimentation? Économiser son temps, donc ne pas avoir à cuisiner tous les soirs, et en même temps manger sain. Alors, c'est une question très importante. Pour la petite histoire, en fait, l'ultra-transformation est née après-guerre, et je vais répondre à ta question.
D'abord avec le cracking alimentaire qui a démarré dans les années 50 avec le cracking du maïs en sirop de glucose. Et puis il y a eu aussi progressivement l'accès au travail des femmes, de manière de plus en plus importante dans les pays occidentaux, ce qui est évidemment une bonne chose. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la transmission culinaire et alimentaire qui était faite traditionnellement dans le foyer par les femmes. Quand les femmes ont accédé au travail, il n'y a pas eu de rééquilibrage, le papa n'a pas forcément pris le relais. Et donc l'industrie s'est progressivement substituée à cela. On vit de manière de plus en plus trépidante, le travail est de plus en plus stressant, on a de moins en moins de temps. Et donc, effectivement, l'industrie, notamment les grandes multinationales, ont répondu à tout ça en proposant des aliments prêts en emploi, faciles à consommer. En plus, les aliments ultra-transformés sont moins chers, ce sont des calories bon marché. Et donc, l'industrie, finalement, a répondu à deux sécurités, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, fournir des calories bon marché au plus grand nombre, et la sécurité sanitaire, c'est-à-dire des aliments très sûrs. Mais au détriment de la sécurité nutritionnelle et santé, de la sécurité environnementale, on pourrait y revenir. Alors, pour répondre à ta question, il faut aussi contextualiser. Rappelons que au sein des produits étiquetés emballés, c'est-à-dire d'origine industrielle en grande et moyenne surface, dans la distribution, 2 aliments sur 3 sont ultra transformés. Et 1 sur 3 ne le sont pas. Donc, si vous voulez, dans le tiers restant, ça correspond à plusieurs milliers d'aliments, il y a tout à fait possibilité de bien manger. Après, concernant le prix, il est vrai que ces aliments, globalement, sont moins chers. Par exemple, aux États-Unis, ils sont 64% moins chers que les aliments frais ou bruts. En Belgique, une étude a montré que c'est 56% moins cher. Moi, j'ai fait le calcul en France. Les écarts sont moins importants en grande distribution, mais je l'ai fait qu'en grande distribution, c'est environ 16 à 17% moins cher, mais ça peut être conséquent sur un budget mensuel. Alors, ce sont des chiffres statistiques et très globaux, mais après, on peut très bien faire des choix alimentaires vers des aliments qui ne sont pas ultra transformés, qui sont de qualité. Par exemple, on peut très bien acheter des pâtes alimentaires au blé complet, des lentilles qui sont vendues en carton, par exemple, des yaourts nature, certaines conserves, certains légumes surgelés. Voilà, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas forcément plus chers et qu'on peut consommer et qui restent de qualité. Donc, on a des produits industriels de qualité. Après, pour répondre à la question du temps et de l'argent, je pense très sincèrement qu'on ne peut pas toujours tout ramener au temps et à l'argent. Par exemple, on dit le temps c'est d'argent. Non, le temps c'est de la vie, d'abord. Ce n'est pas de l'argent. Donc cet adage populaire montre bien à quel point tout est ramené à l'argent. Et je pense que l'alimentation ne doit pas être ramenée qu'à l'argent. C'est un acte fondamental que l'on fait 3 fois par jour. Et si l'on vit jusqu'à 83 ans, on mange minimum 90 000 repas au cours d'une vie. Donc l'alimentation soutient la vie humaine, animale et végétale. Donc un acte aussi important doit être revalorisé. Donc s'il doit être revalorisé, une question qu'on pose, si on change la hiérarchie de nos valeurs, c'est comment le revaloriser. Donc ça peut être mettre un peu plus d'argent dans l'alimentation et moins ailleurs. Comprendre la valeur de l'acte alimentaire en termes humanistes, c'est-à-dire en termes de partage. Manger, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est dialoguer avec d'autres personnes. Quand on mange, par exemple, en entreprise à midi, il y a aussi une valeur de rencontrer des gens, de discuter avec des gens. Ce n'est pas seulement la santé. Donc, on ne peut pas non plus résumer l'alimentation à la santé. Donc, après, effectivement, les plus défavorisés consomment le plus les aliments ultra transformés. Ça a été documenté par plusieurs études scientifiques et ce sont les plus à risque, notamment d'obésité, de diabète de type 2. Donc là, je pense que l'État pourrait jouer un rôle de façon à rendre accessibles des aliments de qualité à ceux qui n'en ont pas forcément les moyens. Donc on peut imaginer diverses actions incitatives. Ça pourrait être de taxer les aliments ultra transformés en fonction du nombre de marqueurs d'ultra transformation. Plus il y en a, plus la taxe est importante parce que ces marqueurs ne sont pas associés à des systèmes alimentaires durables. Donc on peut imaginer que plus il y a de marqueurs d'ultra transformation, plus l'aliment est issu d'un système alimentaire dégradé. Donc ça peut être une mesure forte qui serait progressive, graduelle et qui pourrait être intéressante parce qu'il n'y a pas de raison que des aliments
finalement, qui ne sont pas associés à une santé et à une planète durable, soient moins chers que les vrais aliments. Donc, en fait, on fait un très mauvais calcul en croyant ne pas les acheter chers Mm. sur le moment, ce qui est vrai, hein, ils sont moins chers de manière générale. En fait, ils sont très chers. Ils sont très chers à long terme pour la santé, pour les systèmes alimentaires et la durabilité. Donc voilà, je pense qu'il faut pas tout, on ne peut pas tout résumer à un manque de temps et d'argent. Je pense que fondamentalement, c'est d'abord une question de hiérarchie des valeurs que l'on a individuellement. Et si on pense que l'alimentation est une valeur très importante, qui se pratique 3 fois par jour, eh bien, on peut mettre les moyens en place pour cet acte qui va pas seulement impacter notre santé, mais si on mange mieux, de qualité, on va aussi impacter les agriculteurs, le bien-être animal, la socio-économie, l'environnement, etc., les traditions culinaires, par exemple. Comment ça peut impacter le bien-être animal? Ben, par exemple, les aliments ultra transformés à base de produits animaux, ça peut être des plats préparés, etc., eh bien, les calories animales dans ces aliments ultra transformés sont issues d'élevage intensif. Mm. Donc, plus on va consommer de produits ultra transformés contenant des ingrédients d'origine animale, plus on stimule l'élevage intensif. Et par exemple, en France, 82% des animaux sont élevés en intensif. Donc, l'intensif pour l'animal, c'est quand même des conditions effroyables, hein, Ouais. avec de la maltraitance. Ce sont des conditions qui ne respectent pas les besoins fondamentaux de l'animal. Par exemple, quand vous avez des lapins qui vivent toute leur vie dans une cage et ils ne peuvent même pas bondir, alors que le fait de bondir est dans l'essence même du lapin. Vous imaginez, ou des truies qui peuvent à peine se retourner, etc. Donc, le lien, en fait, il est très clair. Ouais. On a d'ailleurs publié un article en 2020 sur le lien entre l'ultra-transformation et la durabilité des systèmes alimentaires. Et on voit très clairement que les aliments ultra-transformés à base de produits animaux sont issus de l'intensif. Sur la planète, rappelons que chaque année, 1000 milliards d'animaux sont abattus et que plus de 80% des animaux sur la planète sont élevés en intensif et dans des conditions vraiment très très difficiles pour ces animaux. Donc si on tend vers des vrais produits animaux, plutôt de l'extensif, eh bien, et qu'on diminue notamment la consommation de viande pour aller vers de la meilleure qualité en extensif, on va naturellement diminuer l'intensif et la maltraitance animale. Malheureusement, c'est des habitudes qu'il faut changer. D'abord en tant qu'individu, mais je pense aussi que l'État a son rôle à jouer. Alors si c'est un si gros problème, pourquoi est-ce que l'État ne fait pas plus? Peut-être en mettant des restrictions sur la quantité de sucre que peuvent contenir les céréales du petit déjeuner, par exemple, ou en investissant dans l'éducation des enfants, en leur apprenant que il y a certains ingrédients qu'il faut pas consommer, donc leur apprendre à lire les étiquettes, par exemple, et leur dire que voilà, il faut pas choisir ça parce que ça va causer ça sur le long terme. Je pense que les enfants seraient assez ouverts à ça et peuvent vraiment se mettre ça dans la tête très tôt et Mmh. ça va mener à des bonnes habitudes. Mais par contre, on ne voit pas ça aujourd'hui. J'ai l'impression que l'État ne fait aucun effort sur ça, sans parler que c'est une mauvaise idée d'un point de vue économique, puisque sur le long terme, c'est effectivement coûteux d'avoir des gens malades Mmh. euh, à cause de leur alimentation. Oui. C'est économiquement viable que d'encourager une alimentation saine et équilibrée. Pourtant, c'est pas ce qui est fait. Oui, tu as entièrement raison. Alors, c'est vraiment une question très importante. Alors, je pense qu'on peut agir à 3 niveaux. Tu les as pratiquement tous les trois mentionnés. Ce que j'appelle par le bas, mais c'est pas péjoratif, c'est l'éducation. Mais une éducation à l'alimentation holistique, c'est-à-dire à la santé globale, c'est-à-dire éduquer les plus jeunes à faire le lien entre l'acte alimentaire et la santé globale de la planète. C'est ce que j'appelle une éducation à l'alimentation holistique. Alors, l'éducation à l'alimentation est pratiquée à l'école par un article de loi, j'ai plus le numéro de l'article, mais il peut se retrouver facilement sur Internet. Mais si vous voulez, si tu veux, c'est pas dans le tronc commun au même titre que les maths, la lecture, etc. C'est plutôt un petit peu au bon vouloir des enseignants.
c'est ce qu'on appelle une éducation transversale, de même qu'il peut y avoir l'éducation sexuelle, l'éducation à l'éthique, etc. Et donc, ils font intervenir des intervenants extérieurs. Des fois, ça peut être des chercheurs, d'autres enseignants qui vont parler d'alimentation, mais ça peut aussi être une porte d'entrée pour des lobbies qui vont promouvoir des messages nutritionnels qui ne sont pas forcément en faveur de la santé et de la planète. Donc il y a aussi ce risque. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est évidemment, mais je suis pas, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, c'est pouvoir avoir dans le tronc commun une véritable éducation à l'alimentation holistique et qui puisse être évaluée au même titre que les maths, etc. On apprend à lire, écrire et compter, on pourrait rajouter apprendre à bien manger. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau horizontal, c'est la sensibilisation auprès du consommateur, c'est-à-dire l'information, communication, sensibilisation. C'est ce que j'essaye de faire et que font beaucoup d'autres, notamment avec SIGA. C'est ce qu'on a voulu faire en développant une application pour repérer les aliments ultra-transformés avec le code barre. Et enfin, par le haut. Par le haut, c'est par les chercheurs, les politiques, disons, on va dire les gens qui sont souvent décisionnaires et qui sont souvent Bac plus 5 à Bac plus 8. Alors, il y a quand même le programme national nutrition santé depuis 2001 qui a pour vocation de transmettre des messages pour améliorer notre alimentation. Cependant, je pense qu'il faut communiquer auprès du grand public de manière très qualitative, très holistique, très globale. Et par exemple, tu mentionnais réduire le sucre. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que si on parle seulement de réduire le sucre, c'est-à-dire une approche réductionniste, l'industriel, par exemple, son soda qui est riche en sucre, il va faire un soda light. Mais le soda light est encore plus ultra transformé que le soda normal et il n'est pas meilleur pour la santé et la planète. Donc, quand l'indicateur ou la recommandation c'est la plus petite des poupées russes, c'est-à-dire c'est le petit bout de la lorgnette est trop faible, ce n'est pas impactant pour la société à long terme. Par exemple, il n'y a pas forcément de lien entre les nutriments et la santé globale environnementale. Par contre, si vous dites réduisez les aliments ultra transformés, l'indicateur est beaucoup plus holistique, c'est la grande poupée russe. C'est-à-dire qu'elle va contenir à la fois le sucre, le sel, le gras, les additifs, les xénobiotiques, la préservation des matrices alimentaires. Donc, il est beaucoup plus efficace et impactant de tout simplement dire réduisez la consommation d'aliments ultra transformés parce que vous allez embarquer non seulement votre santé, mais aussi la santé globale. Donc c'est une question de communication et je pense que, je reviens à ma proposition de tout à l'heure, je pense que ce qui serait très intéressant, c'est une taxe progressive sur ces aliments en fonction tout simplement du nombre de marqueurs d'ultra-transformation. C'est quelque chose qui est proposé par qui? Moi, j'en parle. Après, si tu veux, c'est moins contraignant de dire on va réduire le sel, le sucre et le gras parce que l'industriel reformuler ses aliments, c'est ce qu'il fait depuis 60 ans quasiment. Il sait faire. Mais le problème, c'est que souvent, on remplace le sucre, le sel et le gras par des marqueurs d'ultra-transformation pour compenser. Ou alors, on va ajouter artificiellement des fibres, des minéraux pour avoir des meilleures notes nutritionnelles. Donc, on voit bien que cette approche réductionniste qui se focalise sur des nutriments n'améliore pas la santé globale, le potentiel santé global de l'aliment. Donc, il faut vraiment interagir au niveau de l'aliment. Après, je sais qu'il y a des associations qui ont bien compris la problématique de l'ultra-transformation. Il y a notamment le député Loïc Prudhomme qui a fait une commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle et ses impacts santé, socio-économique et environnemental en 2018. Et je sais qu'il s'intéresse beaucoup à l'ultra-transformation. Donc je sais qu'il y a des politiques qui travaillent à ça. Mais si vous voulez, si tu veux, excuse-moi, il est plus facile de reformuler, de diminuer le sucre, le gras, le sel et de rajouter un peu de poudre de perlimpinpin que de passer d'un aliment ultra-transformé à non ultra-transformé. Parce que ça veut dire qu'il faut supprimer les marqueurs d'ultra-transformation. Ça veut dire qu'il faut changer certains traitements technologiques pour les rendre plus doux, mieux et qui préservent mieux les matrices alimentaires. Donc l'enjeu est beaucoup plus... c'est plus difficile, mais je pense qu'à long terme, on y arrivera parce que les gens se rendent bien compte que un soda light, parce qu'il est moins sucré, mais voilà, les études scientifiques ne montrent pas que le soda light est meilleur pour la santé. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience progressive. Mais comme on est dans une société très, très réductionniste, pour l'instant, cette approche de réduction du sel et du gras et du sucre dans le monde est privilégiée.
Mais moi, personnellement, sur la base d'ailleurs de travaux que j'ai publiés, je pense que c'est une mauvaise idée parce que cette approche, finalement, presque indirectement, soutient l'ultra-transformation. Mhm. Parce que des produits allégés, beaucoup sont ultra-transformés. Et comme les aliments ultra-transformés sont associés à des risques accrus de maladies chroniques, on voit bien que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est vraiment de faire des aliments moins transformés, c'est-à-dire avec des transformations plus respectueuses de la matrice globale de l'aliment. Il y a une autre catégorie de produits transformés qui a fait son apparition il y a quelques années, c'est la viande à partir de plantes, Hmm. comme Beyond Meat, Impossible Burger, etc. Oui. J'ai vu une publicité sur Facebook il y a pas longtemps, enfin hier je crois même, d'une marque française qui faisait la promotion de ses produits, et j'ai Hmm. été surpris de voir un Nutri-Score A. Alors Hmm. quand je vois A, je me dis ça c'est bon, c'est pas nocif, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Alors que de ce que j'ai compris dans le passé, c'est que ces produits-là sont principalement faits de produits de soja, d'organismes génétiquement modifiés, d'huile raffinée, etc. Donc des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Comment ça se fait qu'un produit peut avoir un Nutri-Score A tout en étant probablement très mauvais pour la santé? Alors l'explication, elle est assez simple. On a beaucoup travaillé dessus, notamment avec SIGA. Alors juste, les OGM sont interdits en France hein, en termes de consommation alimentaire. Par contre, ils sont autorisés dans l'alimentation animale. Euh, alors, oui, ces substituts de viande, c'est vrai, sont plus proches de la chimie comestible que de vrais aliments. Ils sont très, très ultra transformés. Bah, si vous voulez, l'approche des scores de composition, mais il n'y a pas que le Nutri-Score, c'est ce qui est privilégié dans le monde. Par exemple, on va citer d'autres scores de composition. C'est le Traffic Light en Angleterre, le Health Star Rating en Australie, les Nordic Keol dans les pays scandinaves, les Nutritional Warning au Chili et en Amérique latine, le Nutrition Fact aux USA. Donc, le paradigme dominant a été d'évaluer le potentiel santé de l'aliment sur l'équilibre en quelques nutriments. Donc, cette approche n'est plus la bonne parce qu'en fait, on peut très bien remplir ses besoins nutritionnels et tomber malade chronique. Par exemple, si vous consommez des aliments ultra transformés, Nutri-Score A, B, ou enrichis en fibres, minéraux, vitamines d'origine industrielle, vous allez remplir tous vos besoins nutritionnels, mais vous allez sans doute tomber malade chronique puisque ces aliments sont associés à des risques accrus de maladies chroniques. Pourquoi ça ne marche pas ces scores? Donc nous, on a évalué par exemple avec SIGA que près de 57% des produits étiquetés emballés Nutri-Score AB sont ultra transformés. Et non, le bio c'est une autre question. Mais en tout cas, on a plus d'un aliment sur deux, mais c'est vrai aussi avec le Health Star Rating, on a les mêmes résultats avec le Traffic Light. Donc on voit bien que le filtre de quelques nutriments qui composent ces scores n'est absolument pas suffisant pour évaluer la qualité globale de l'aliment, c'est-à-dire sa matrice. Parce que ces scores de composition ont étudié ces nutriments qui rentrent dedans de manière isolée et les ont ensuite agrégés dans un score. Et quand on fait l'agrégation, on ne prend pas en compte les liens qui unissent les nutriments. C'est-à-dire que, par exemple, les 7 composés dans un score, selon les matrices alimentaires, peuvent être liés entre eux de manière très différente, selon l'aliment. Et pourtant, c'est les mêmes composés. Donc, on arrive à ces aberrations où la chimie comestible est mieux notée que des vrais aliments. Donc, avec des huiles raffinées. En plus, les substituts de viande sont très riches en eau. L'eau est parfois même le premier composé. Donc voilà, on arrive à ces aberrations ou des soda light qui sont mieux notés que des vrais aliments avec des ingrédients nobles. Parce qu'en fait, en remontant des nutriments vers l'aliment, on ne prend pas en compte la matrice. Et donc, par exemple, on a des céréales du petit déjeuner au blé complet qui sont notées B et qui pourtant sont des bombes de sucre. Parce qu'en fait, les céréales étant cuites extrudées, donc tout ce qui est farine et semoule se transforme très vite en sucre dans le sang. Et on a des sirops de glucose, des maltodextrines qui n'entrent pas forcément dans le calcul des scores parce que c'est souvent les mono et les disaccharides et pas les maltodextrines. Et on a des poudres cacaotées chocolatées où il est indiqué réduit en sucre, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire réduit en sucre de table et une partie du sucre de table est remplacée par des maltodextrines. Or, les maltodextrines sont même pires que le sucre de table et elles sont bien meilleur marché. Donc c'est tout bénéfice, c'est-à-dire que l'industriel finalement, ça lui coûte moins cher et il a une meilleure note au score de composition.
Et donc, il y a même maintenant, j'ai vu des industriels qui proposent des isolats de fibres pour intégrer dans les aliments et avoir des meilleures notes. Donc, on voit tous les travers de cette approche réductionniste qui va pousser les industriels à encore plus ultra transformer leurs aliments pour avoir de meilleures notes. Mais ça n'est en aucun cas la garantie d'une bonne qualité globale de l'aliment. Et rappelons que l'équilibre nutritionnel d'un aliment, au final, ne veut pas dire grand-chose pour plusieurs raisons. D'abord, c'est sur une semaine que se fait l'équilibre nutritionnel. Et ensuite, aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement. Les fromages sont riches en gras, les fruits à coque sont riches en lipides, les céréales sont riches en glucides complexes, les légumineuses en protéines, les viandes en protéines. Il n'y a guère que le lait maternel qui est un aliment complet. Donc en fait, en se focalisant sur l'excès de sucre salé gras qui sont des effets, on oublie de regarder la cause. Et la cause, c'est sur la cause qu'il faut agir. Et la cause, ce sont ces aliments ultra transformés aux matrices dégradées et artificialisées qui nous poussent à consommer en excès. Mais il faut s'intéresser à la cause et non aux effets. Parce que si on agit sur les effets de façon quantitative et réductionniste, on a tous les effets que tu viens de souligner, avec plein d'aberrations, où on a même des catégories entières de produits qui sont stigmatisés comme les fromages, alors qu'en fait, il n'y a pas d'études qui montrent que de consommer normalement des fromages, ce soit associé à des risques accrus de maladies chroniques. Alors pourquoi les fromages sont mal notés? Parce qu'ils sont riches en acides gras saturés. Mais si on prend en compte la matrice, les acides gras saturés n'ont pas les mêmes effets selon la matrice dans laquelle ils sont inclus. Donc des acides gras saturés dans un fromage qui est une matrice fermentée, ça n'est pas la même chose que des acides gras saturés ajoutés en grande quantité artificiellement dans un aliment. Donc on voit bien que le critère de composition n'est absolument pas suffisant pour préserver la santé humaine et la santé globale, notamment quand c'est appliqué à l'échelle seulement de l'aliment. Ce concept de matrice, je l'ai jamais rencontré avant. La première fois que j'ai rencontré, c'était en ouvrant ton livre Halte aux aliments ultra transformés. Est-ce que c'est un concept qui, en tant que consommateur, est-ce que je dois m'y intéresser? Est-ce que c'est important pour moi ou... Oui, c'est un concept fondamental. Euh, donc, comme tu l'as dit, comme je l'ai aussi rappelé, la matrice de l'aliment, c'est tout simple. C'est les nutriments dans l'aliment interagissent entre eux avec des liens, et le résultat de ces interactions donne la matrice de votre aliment. Par exemple, une pomme a une matrice ronde, verte, plus ou moins poreuse, solide. Un fromage a une matrice solide, un yaourt visqueux, le lait liquide. Donc voilà, c'est ça la matrice. Et la matrice est très importante. J'ai coutume de dire que la matrice gouverne et les nutriments obéissent. C'est-à-dire que les nutriments sans la matrice ne sont rien. Sans les liens, ils ne sont rien. Ce qui veut dire que si vous consommez 10 gélules qui ont la même composition et la même quantité de nutriments que votre repas naturel, entre guillemets, ça n'aura pas les mêmes effets sur la santé, car dans les gélules, il n'y a plus du tout de matrice. Pourquoi? Parce que la matrice de l'aliment confère d'abord la mastication. Et on mange d'abord des matrices avant de manger des nutriments. Ce qu'on met dans la bouche, quand on mastique, c'est l'effet matrice qui joue, ce n'est pas l'effet nutriment. Donc, la matrice joue sur la mastication. La mastication stimule la satiété et la satiété régule la prise alimentaire. Donc, c'est fondamental. Ensuite, la matrice va jouer sur la vitesse de transit digestif, selon qu'elle soit liquide, solide ou visqueuse. La vitesse de vidange gastrique n'est pas la même, le transit intestinal n'est pas le même. Donc si vous prenez un jus de fruits liquide, vous allez consommer plus de calories en une minute qu'avec un fruit entier. Par exemple, il a été montré avec les aliments ultra transformés qu'on consomme entre 56 à 100% de calories en plus par minute par rapport à des aliments bruts ou peu transformés. Donc la différence est énorme et on voit bien que c'est lié à un effet matrice, d'abord, c'est-à-dire c'est lié à l'artificialisation des matrices avec des textures qui demandent moins de mastication, qui sont plus liquides, qui sont très appétantes, qui sont hyper palatables, très attractives. Donc oui, le grand public doit absolument s'approprier le concept de matrice et de structure de l'aliment, mais tout le monde n'est pas forcément scientifique et n'a pas mené des recherches poussées sur l'effet matrice. Donc, pour parler de la matrice aux gens, de manière simple, il suffit juste de dire de réduire les aliments ultra transformés, de favoriser les formes solides à liquides, par exemple favoriser les légumes et les fruits entiers au jus correspondant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de jus,
Ça veut juste dire que si la seule façon de consommer un légume ou un fruit, c'est sous forme de jus, ça n'est pas bon à long terme. Il faut favoriser les formes solides. Et enfin, ça veut dire aussi favoriser les céréales complètes à raffiner. Donc voilà, et vous voyez bien que favoriser les formes solides à liquide, les céréales complètes à raffiner et réduire les ultra-transformés, dans les trois cas, on est dans un problème de matrice avant tout, c'est-à-dire une matrice davantage préservée. Donc le mot matrice n'est pas très compréhensible par le grand public, donc il faut plutôt aller vers ce type de recommandations simples que tout le monde peut comprendre. Ok. Donc si je comprends bien, euh, un smoothie pomme-banane n'est pas du tout pareil que manger une pomme et une banane. Non, ça n'a rien à voir. Par exemple, si vous, le matin, vous voulez manger une orange, soit vous la mangez sous forme solide ou liquide. Donc si vous la mangez sous forme solide, une orange, vous la pelez, vous allez la mastiquer davantage, donc vous allez prendre plus de temps. Ouais. Et en général, vous n'en prenez qu'une. Ouais. Bon, peut-être deux. Par contre, si vous la transformez en jus, d'abord, vous allez souvent prendre au moins trois oranges. La forme va être liquide. Donc, passer de l'orange entière à liquide a trois conséquences pour la santé qui ne sont liées qu'à l'effet matrice. Vous allez, d'abord, comme la matrice est liquide, vous allez consommer plus de calories en une minute. Donc, vous allez consommer plus de sucre. Comme vous mastiquez pas, c'est moins rassasiant pour le reste de la journée. Et comme la matrice est cassée, il y a moins de fibres dans le jus, un petit peu moins, même si vous gardez un jus 100% naturel. Les sucres du jus, qui sont souvent un mélange de glucose, fructose et saccharose, sont libérés plus vite, donc index glycémique augmenté. Et vous voyez bien que ces trois conséquences, que vous pouvez décliner sur d'autres aliments, sont d'abord liées à ce fameux effet matrice. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de jus, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut quand même privilégier les formes solides alimentaires, parce que si on ne mange que liquide, à quoi ça sert d'avoir des dents en fait, hein? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un produit qui est entré sur le marché il y a pas très longtemps, qui est censé remplacer un repas complet, et il est sous forme liquide. Donc Je connais. il y a vraiment aucune valeur à prendre Non. ça. Non, on est dans la pensée ultra réductionniste, où c'est-à-dire qu'on réduit l'acte alimentaire, qui est d'abord de la slow food, Ouais. un acte qui demande du temps, du partage, qui implique le plaisir, l'humain, la santé. On le réduit à une poudre. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de mastiquer. Donc c'est ça le réductionnisme, c'est qu'on réduit progressivement les dimensions de l'acte alimentaire. Donc on passe d'une alimentation qui est slow food, qui demande du temps, du partage, qui a un effet matrice préservé, que l'on cuisine, à un aliment qui n'a plus de matrice, qui ne se mastique plus, qui se prépare en 10 secondes avec un verre d'eau et que l'on mange seul devant un écran. C'est ça le réductionnisme. Quand on a compris qu'on est en train de réduire l'acte alimentaire et qu'on passe de la slow à la fast food, je pense que vous avez bien compris ce que c'est que cette pensée réductionniste et cette ultra-transformation. Donc si ces repas en poudre sont consommés très occasionnellement pour dépanner, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que l'intention de ces industriels soit celle-ci. Je pense que l'idée, c'est quand même qu'on en consomme le plus possible. Donc non, c'est la plupart de ces poudres à reconstituer sont ultra transformées et ne doivent être qu'une rare exception et non la règle, bien évidemment. Est-ce que pendant tes recherches, tu as regardé un petit peu ce qui se faisait à Okinawa, les régimes alimentaires là-bas? Oui, en effet, oui, oui. Le régime Okinawa fait partie de ces régimes qui sont naturellement bons pour la santé et apparemment pour la planète, Ouais. qui contiennent peu de calories animales, hein, c'est moins de 10% de calories animales. Enfin, si on prend le régime Okinawa traditionnel, hein, c'est-à-dire des années 1950, qui donne les centenaires d'aujourd'hui. Okinawa fait partie des zones bleues, c'est-à-dire les zones de la planète où il y a le plus de centenaires. Mm. Le régime Okinawa, c'est un peu comme le régime méditerranéen, hein, c'est-à-dire ce sont des régimes traditionnels qui existent depuis longtemps et qui ont été montrés protecteurs pour la santé. Et ce qui est intéressant dans ces régimes, c'est qu'ils rejoignent la règle des 3 V qu'on a élaborée dans notre laboratoire, c'est-à-dire qu'ils sont riches en produits végétaux, pas trop transformés et variés, c'est-à-dire végétal, vrai, varié, les 3 V. Donc oui, il y a beaucoup de régimes traditionnels qui sont déjà bons pour la santé. En science, on parle de régime a priori.
Et puis il y a aussi des régimes a posteriori qui sont des régimes conçus scientifiquement sur la base des données scientifiques. Par exemple, le régime prudent, le régime DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Donc voilà, mais effectivement, alors il y a aussi le régime nordique, Nordic Diet. Il y a eu pas mal d'études aussi qui semblent plutôt protecteurs pour la santé, à l'inverse du régime occidental, c'est-à-dire qui concerne beaucoup les pays anglo-saxons, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Angleterre, Royaume-Uni, USA, et aussi un peu, enfin même beaucoup encore les produits d'Europe occidentale, et qui a deux grandes caractéristiques, et qui fait que ces régimes sont très loin des 3V, c'est qu'ils sont riches en produits animaux et riches en produits ultra transformés. Donc en fait, on est plutôt, on n'est pas dans du végétal vrai varié, mais on peut parfois être dans de l'animal faux monotone, c'est-à-dire l'inverse des 3V. Et à Okinawa, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une relation à la nourriture qui est très différente de nous. C'est-à-dire que c'est vraiment du potager à l'assiette. C'est ça. Ils font pousser leurs légumes eux-mêmes, Mm. ils les cueillent et puis directement ils les mangent en famille, avec leur communauté, avec leurs amis. Donc il y a une relation à la nourriture qui est très différente de ce qu'on peut voir chez nous. Oui, oui, c'est ça. Donc, alors après, tout le monde peut peut-être pas faire comme Okinawa, mais je pense que, et c'est ça l'idée de la règle des 3V, qui Mm. sont trois dimensions génériques qui gouvernent la relation alimentation-santé globale, végétale, vrai, varié. Ce sont trois axes génériques, mais qui peuvent s'adapter selon les régions. Donc, on peut très bien développer, par exemple, moi qui vis en Auvergne, un régime auvergnat protecteur de la santé globale en fonction des traditions culinaires, en fonction des conditions euh, pédoclimatiques, agronomiques, pourquoi pas des croyances. Donc je pense que chaque pays peut essayer de développer un régime régional qui lui soit sain et qui protège la planète. C'est aussi un peu la vocation des PAT ou des projets alimentaires territoriaux qui se développent en France. C'est finalement la notion, j'avais écrit un article là-dessus il y a plusieurs années, de la régionalisation des régimes sains et durables. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est ces trois dimensions, végétales, vraies, variées, qu'on peut ensuite décliner, puisqu'elles sont génériques, qu'on peut ensuite décliner de façon peut-être moins générique cette fois-ci, selon les différentes régions de la planète. C'est intéressant. La règle des 3V, c'est quelque chose qui peut être implémenté par chacun. Et d'ailleurs, Oui. tu l'expliques bien dans ton livre. Euh, Tu avais parlé d'une application faite par Siga. Elle sert à quoi déjà? Alors, SIGA a commencé fin 2016, début 2017. Bah, l'objectif, c'était de classer les aliments selon le degré de transformation. D'accord. Voilà. Et donc, avec l'application SIGA, si vous scannez l'aliment, vous allez pouvoir. SIGA vous dira quel est son niveau de transformation et notamment s'il est ultra transformé ou pas. Parce que si tu veux, c'est quand même compliqué quand on n'est pas averti, aguerri, de détecter un aliment ultra transformé. C'est pas toujours facile. Donc c'est un peu la vocation de SIGA. Après, si vous ne trouvez pas votre aliment dans l'application parce qu'on est un peu jeune et bon, c'est long hein, de rentrer tous les aliments. Je crois qu'il y a 55 000 aliments dans la base, donc c'est pas encore suffisant. Mais si vous ne trouvez pas l'aliment, il y a un indicateur qui est quand même intéressant à avoir en tête et qu'on a calculé sur environ 25 000 aliments. C'est qu'au-delà de 5 ingrédients sur la liste dans l'emballage, je ne parle pas de la composition, bien des ingrédients. Donc au-delà de 5, c'est-à-dire 6 et plus, vous avez plus de 3 chances sur 4 que l'aliment soit ultra transformé. D'accord. Et l'activité physique dans tout ça, est-ce que ça compte? Est-ce que ça a une place dans la longévité, dans être en bonne santé? Ou est-ce que c'est Alors, vraiment que les aliments? alors, c'est aussi une bonne question. Alors, je suis pas spécialiste de l'activité physique, mais j'ai quelques réflexions que je peux vous apporter. D'abord, rappelons, l'OMS a montré que les trois principaux paramètres, euh, trois principaux paramètres, pardon, des maladies chroniques, puisqu'aujourd'hui on meurt plus de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Hein. On est à 73% de la mortalité précoce sur la planète sont des maladies chroniques. Donc les trois principaux paramètres, c'est mauvaise alimentation, sédentarité et pollution environnementale. Et donc la sédentarité, accrue, c'est effectivement une baisse d'activité physique. Il y a certains éléments qui commencent à apparaître et qui disent que faire de l'activité physique ne sera pas suffisant pour éliminer des calories de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si vous avez un régime très riche en ultra transformés,
avec des calories de mauvaise qualité, faire de l'exercice physique ne sera pas suffisant. Donc, il faut d'abord privilégier, évidemment, l'activité physique est très importante pour la santé, pour réduire le risque de certaines maladies chroniques, le stress, le bien-être mental. Comme, comme le gain de poids ou l'obésité n'obéit pas à une équation linéaire, excès de calories moins les entrées, c'est pas aussi simple que ça, même si ça peut compter. Il y a aussi la qualité des calories que l'on ingère. Par exemple, il a été observé en Chine dans les années 70-80, c'était la China Study, l'enquête chinoise de Colin Campbell. Il a observé que des individus qui consommaient plus de calories que d'autres étaient finalement à activité physique égale, étaient moins en surpoids que des gens qui consommaient moins de calories, mais qui consommaient des calories de moins bonne qualité. Donc la qualité des calories compte, et cette qualité des calories, c'est le degré de transformation, l'effet matrice. Voilà, c'est quand même important. Donc oui, il faut faire évidemment une activité physique régulière, mais ça ne vous dispensera pas de mal manger, ou de mieux manger plutôt, pardon. Ouais. Il y a une tendance assez drôle, c'est un concept assez récent, qui est le fat shaming ou la grossophobie. Donc l'idée c'est d'accepter l'obésité dans notre société, ne pas la combattre. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce qu'on va dans le mauvais sens? Ben, c'est une question compliquée. Alors, je peux faire part de ma réflexion en soulignant évidemment que je ne suis pas sociologue ni de l'alimentation. Après, l'obésité reste quand même un problème de santé publique. Donc ça, on ne peut pas le nier. On sait que ça augmente, ça multiplie les facteurs de risque de maladies plus graves, c'est-à-dire certains cancers, maladies cardiovasculaires, la NASH, par exemple, c'est-à-dire la stéatohépatite. Donc ça, c'est quand même un fait. Après, l'idée qu'il ne faut pas stigmatiser l'obésité est évidemment une bonne idée. On n'a pas à stigmatiser les gens en fonction de quoi que ce soit. Donc au niveau éthique, ça c'est évidemment juste. Mais par contre, il faut pas que ça nous empêche de voir que quand même l'obésité reste un problème de santé publique parce qu'il y a des coûts pour la société qui sont quand même importants et que voilà, on peut diminuer son espérance de vie à long terme. Donc je pense qu'il faut prendre en compte les deux, ne pas stigmatiser, mais voir les choses en face. Rappelons quand même que l'obésité, alors j'ai plus le chiffre exact en tête publié par l'OMS, mais je crois que c'est pas loin de 700 millions de personnes dans le monde, et le surpoids, n'en parlons pas. Je crois que c'est 2 milliards de personnes, donc voilà, c'est quand même des coûts importants, euh, et, et ça a aussi un coût pour la planète. Parce qu'un papier est sorti il y a pas longtemps qui a calculé que l'obésité sur la planète, c'est 1,7% des gaz à effet de serre. Alors, évidemment, donc il faut pas stigmatiser. Et voilà, donc c'est les seules choses que je puisse dire. Trouver un équilibre entre la non-stigmatisation et aussi regarder les choses en face. Ouais. Malheureusement, ce qui est fait, c'est que c'est- on essaie d'éliminer la stigmatisation à fond et on va dans l'extrême. Plutôt que d'essayer d'améliorer les choses, euh, c'est plus une sorte d'acceptation qui est promue. C'est ça que je trouve décevant en fait. Oui, comme si c'était un peu une fatalité qu'on n'y pouvait rien. Oui, donc c'est ça, il faut trouver le juste équilibre. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas rendre le monde obèse parce que ça a des coûts, ça a des coûts, des vrais coûts humains, hein, donc qu'on ne peut pas nier. Mm. Et en même temps, évidemment, faut pas stigmatiser. Donc, je pense que l'obésité demande une approche holistique et pas seulement nutritionnelle, c'est-à-dire une approche multidisciplinaire, puisque les maladies chroniques sont multidimensionnelles à leur origine. C'est pas seulement un facteur. Il n'y a pas que l'alimentation qui joue, hein. Il peut y avoir des facteurs génétiques, même si c'est que 10% de l'obésité, les facteurs génétiques. Il peut y avoir d'autres facteurs qu'on connaît moins. Ça peut être des causes mentales psychologique. Donc je pense qu'il faut un accompagnement holistique des maladies chroniques et notamment de l'obésité et bienveillant. Et puis après, si quelqu'un se sent bien dans sa peau comme ça, il n'y a évidemment aucun souci. Et puis évidemment, il ne faut pas stigmatiser les gens, c'est la base. Mm. Absolument. Toi, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu as changé tes habitudes après tes recherches? Est-ce que tu pratiques le jeûne par exemple? Est-ce que il y a des habitudes que tu as inclus dans
dans ta vie de tous les jours? Oui, bien sûr. Alors, je pratique pas de jeûne, mais par contre, c'est vrai que bah, j'essaye. On parlait de la règle des 3 V, donc j'essaye de végétaliser davantage. Je réduis les ultra transformés, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus attentif à la liste des ingrédients. Et puis j'essaye de varier. Donc voilà, j'essaye de tendre. Je dis pas que j'arrive à tous les jours à manger 3 V, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets. Mais ce sont 3 axes qui me guident dans mes choix alimentaires. Donc l'idée, c'est d'essayer de végétaliser un peu plus, de manger plus de vrais aliments, et puis d'essayer de varier dans chaque groupe d'aliments. Ok. Eh ben, super. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil à donner? Oui. Bah, le mot de la fin, c'est que bien manger est très simple pour soi et la planète, en fait. C'est très très simple. Et l'approche nutricentrée, c'est-à-dire essentiellement basée sur les nutriments, le réductionnisme nutritionnel, ou ce qu'on appelle le nutritionnisme, a tout compliqué. Elle a créé des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on a voulu relier notamment des maladies chroniques à un seul nutriment. On propose des régimes basés sur un seul nutriment, c'est-à-dire bah, il y a le régime cétogène qui est plutôt basé sur le gras, hyperprotéiné sur les protéines, les régimes allégés. Donc cette approche nutricentrée a créé beaucoup de confusion. Alors qu'en fait, bien manger est très simple, pourvu qu'on adopte une approche globale et holistique, qu'on a synthétisé dans le concept des 3 V. Donc vous voyez, il y a très peu de questions à se poser pour bien manger en fait. Il faut d'abord s'interroger sur la qualité de son régime, donc ça veut dire végétaliser davantage, varier davantage et réduire les ultra-transformés. Et puis une fois qu'on mange, et au sein des vrais aliments, les seules questions à se poser, c'est favoriser les formes solides à liquides, plutôt les céréales complètes à raffiner, et puis ne pas avoir la main trop lourde en sel, sucre et gras ajoutés quand on fait des préparations culinaires à la maison. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, et vous voyez que je vous parle assez peu de nutriments en fait. Ouais, ok. Bah, parfait. Merci beaucoup, Anthony. Je te souhaite une très bonne continuation et peut-être à une prochaine fois. Ah oui, avec plaisir. Restons en contact avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup.